Bonsoir aux téléspectateurs de France 2 et bonjour ou bonsoir, choisissez aux téléspectateurs de TV5 et de RFO. Voici le 4e numéro de Double Jeu. Comme dans les 3 précédents, je vous propose des portraits de femmes, telles la Joconde, et d'hommes qui ont ajouté la langue et la culture française à leur langue et à leur culture originelle. Alors au sommaire de ce numéro, Lio, la chanteuse portugaise, un philosophe camerounais établi en Alsace, Gaston Polefa, et enfin, une romancière d'origine chinoise, Shansa. Mais les voici, les voilà. Prévert dit, il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec des allumettes, mais on peut laisser une brune jouer avec un intellectuel, non? Je suis comme je suis. Je suis Gaston Polefa, camerounais. J'enseigne la philosophie à Sarrebourg. C'est l'Alsace qui m'a ouvert la langue. Et elle sait bien plus de choses de moi que je ne sais d'elle. Je suis faite comme ça. Voulez-vous de plus? Le double jeu n'existe pas en langue chinoise, car tout être est double. Il est à la fois homme et femme, lui-même et étranger, ombre et lumière. Lio, une sacrée personnalité. Chanteuse, comédienne, mère de 5 enfants, elle est née au Portugal sous la férule de Salazar. Elle est passée par la Belgique avant de se fixer à Paris dans les quartiers populaires chers à Jacques Prévert. Lio, elle est comme elle est et elle le chante. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi? Si ce n'est pas le même qui m'aime à chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Alors nous sommes, Lio, pour cette conversation au Café de Ménilmontant. C'est vous qui l'avez choisi. Et je suppose non seulement parce que c'est un café agréable, mais parce que derrière vous, là, au mur, il y a des affiches des ancêtres du musical, puisqu'on y voit Mistinguett, on y voit Aznavour, on y voit Georges Brassens. Voilà, vraiment, tous des gens que j'aime, et c'est le musical. C'est très français. Ça, il n'y a pas ça au Portugal. Moi, ma culture au Portugal, c'est le fado. C'est le fatum, c'est le destin, c'est austère, un peu rigide et de très bon goût. Mais pas du tout cette tradition de musical. De fantaisie. Il n'y a pas ça. Ah oui. Il n'y a pas ça. Il y a du théâtre de la rue qui est et les bals populaires qui sont des choses très paysannes. On est un peuple de paysans au Portugal. Ça, de marins et de paysans, terre et mer. Marins par le fait même que c'est une longue langue qui lèche l'Atlantique. Mais de la terre. Le peuple portugais n'est pas urbain. Il y a que cette année, que depuis il y a des 5-6 ans qu'on voit une génération urbaine vraiment s'affirmer. Alors, vous êtes né donc au Portugal sous le nom de Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Alors, vous allez me redire tout ça avec un bon accent et non pas avec cet accent joliment atroce. Alors, allez-y. Avec les chointements. Voilà. Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Oh, redites-le. Non, redites-le, parce que c'est de la poésie. Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. C'est une langue plutôt slave, vous ne trouvez pas à l'oreille? Oui. C'est latin, on est peut-être la langue la plus proche du latin, la plus purement proche du latin. Mais à la consonance, elle est déjà mélangée. Avec ses chointements, elle est déjà slave plutôt. Et alors, ce qui est marrant, c'est que je m'appelle Wanda. Et Wanda, c'est pas un prénom portugais. C'est polonais. C'est polonais. Et c'est le hasard ou c'est le choix d'une grande voyageuse de ma famille, qui est ma tante Tika, qui a toujours voyagé, toujours aimé partir. Ouais. Mais alors, est-ce que le nom semble indiquer que vous êtes d'une grande famille portugaise? Oui. Mais déjà au Portugal, on est très famille. C'est une tradition que de garder les propriétaires terriens.
Parce que comme je vous dis, nous sommes un peuple attaché, quoi. Il y a quand même ce côté, cette attache que les marins ont rompu. Mais du coup, le Portugal reste attaché à son histoire. Il a du mal. Il est le cul de l'Europe comme ça. Il a du mal, je trouve, à bouger. Et nous sommes attachés. On est des gens de la terre et donc on ajoute toujours les noms des ancêtres. On a du mal à s'en détacher. Alors, à chaque fois, il y en a deux qui partent. Ouais. L'arrière-arrière-grand-père et grand-mère partent, mais on garde l'arrière-grand-père, le grand-parent et le père et la mère. Alors, que font vos grands-parents, parents Alors, comme je vous ai dit au départ, on est des propriétaires terriens de Trás-os-Montes, qui est le nord du Portugal. Et puis, mon arrière-grand-mère, qui est morte très vieille, à plus de 110 ans, a fait un fils, un bâtard, à qui elle a donné le nom de Furtado, qui veut dire voleur, parce que les filles mères avaient le droit de choisir le nom de famille. C'est une tradition au Portugal. Et ce monsieur est devenu médecin. C'est votre grand-père? C'est mon grand-père qui m'a mis au monde. Oui. Mon nombril, c'est mon grand-père qui me l'a fait. À chaque fois que je le regarde, je pense à lui. Il fait des très jolis nombrils, vraiment des très beaux nombrils. Et voilà, et il a eu 3 filles, dont ma mère. Et ma mère était étudiante en philosophie et lettres quand elle a quitté le Portugal pour des raisons... Oui. Alors amoureuse et politique. Et on va arriver. Mais c'est une famille qui est dans l'opposition à Salazar. Ah, évidemment. Totalement. Mon grand-père est communiste. Ah, pur et dur. Il a d'ailleurs appris le russe par la méthode Atimil et il était en train d'apprendre le chinois quand il est mort. Ah, c'est un drôle de personnage, mon grand-père. J'ai retrouvé ses petits carnets où il apprenait le russe. Et alors, je me rappelle la première fois qu'il était venu nous voir à Bruxelles. Il voulait à tout prix trouver le petit livre rouge. Alors j'entendais parler de ce petit livre rouge et j'étais avec, mais c'est quoi ce petit livre rouge? Mais c'est d'un grand poète chinois. C'est quoi ce petit livre rouge? Et il l'a trouvé. On a fait au moins 20 librairies pour trouver. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'avais 7 ans. Et alors c'était tout à fait interdit d'avoir tout ça au Portugal. Il a eu, quelques ennuis. Ah oui, donc c'était un vrai militant. Vous êtes dans une famille militant qui prend des risques contre ça. Qui prend des risques. On lui a d'ailleurs fait sauter sa voiture quand il a été plébiscité maire à la révolution des œillets. C'est-à-dire que vraiment il a été porté par le village à la mairie. Et quels souvenirs, quelles impressions, quelles sensations gardez-vous de votre enfance au Portugal? Un patriarche. Mon grand-père m'a beaucoup impressionné parce qu'il avait ce grand rire, ce côté tonitruant et puis surtout chez moi, c'était chez mon grand-père, c'était cette clinique où il y avait un capharnaüm pas possible parce que c'était quelqu'un il était communiste, donc il soignait les pauvres et les gitans que personne ne voulait soigner. Et moi, je me rappelle de tous ces gitans dans la salle d'attente et qui m'emmenaient avec eux jusqu'au campement et tout le monde qui gueulait dans la rue. Mais la pauvre petite, parce que ça gueule, hein, les Portugais dans les villages, oui. C'est encore les pleureux, c'est encore cette tradition très du sud. Ah la pauvre, ai meu Deus do céu, et qu'est-ce qu'elle va devenir? Mais je revenais toujours saine et sauve. Voilà, c'était ça c'est le grand souvenir. Et pourquoi votre mère part-elle en exil à Bruxelles? Vous avez quel âge quand vous partez? J'ai 6 ans. 6 ans. Et là, pourquoi quitte-t-elle le Portugal? Parce que d'abord, elle est tombée très amoureuse d'un homme qui est mon père. Mon grand-père lui avait dit, ne l'épouse pas, tu vas être malheureuse avec lui. Je le regarde depuis longtemps, il est maladivement jaloux. Et elle n'en a fait qu'à sa tête, comme toutes les femmes de ma famille qui n'en font qu'à leur tête et s'en mordent les doigts après. Tout ça est très comme anatomique. Comme vous? Oh oui. Oui. Oui, oui. Et elle l'épouse, le suit en Afrique où il est sergent à la guerre des colonies, et précisément au Mozambique. Et là, c'est la catastrophe. Elle est très maltraitée par lui, maigrit beaucoup. Moi, j'ai des otites à répétition. Il refuse de me soigner. Et finalement, elle revient. Séparation de corps. Elle revient au Portugal, enceinte de mon frère. Et ils ne se voient plus. Et ça se passe plutôt bien jusqu'au jour où elle décide de refaire sa vie. Et ils sont étudiants tous. Hein. Donc mon père est étudiant en médecine, ma mère étudiante en philosophie et lettres. Tout ça à la fac de Coimbra. Et elle tombe amoureuse d'un étudiant en droit. Oh là là. Alberto, le père de ma sœur. Et quand mon père apprend la liaison, et forcément, hein, dans la fac c'est quand même pas si grand que ça, il est furieux, très jaloux. Et là, il ne le supporte pas, et donc, eh bien, ma mère est accusée d'adultère, et c'était Salazar, et c'était pas de séparation entre le clergé et le temporel, c'était et l'État. Donc tous les juges sont cathos,
le mariage est interdit et ma mère est déchue de ses droits. Et on lui retire ses enfants, voilà. Et alors donc, elle fuit pour garder ses enfants. Pour garder ses enfants. Et alors elle fuit en Belgique, elle aurait pu fuir à Paris, à New York, à Londres. Mais non, parce que c'était 69, juste après mai 68. Ce n'est pas très facile de rentrer en France à ce moment-là et les frontières belges sont encore un petit peu ouvertes. Ouais. Il y a une autre raison, c'est que le père d'Hélène, elle s'enfuit enceinte d'Hélène, donc ma mère s'enfuit souvent enceinte. Ah oui, oui. Moi, je tombe souvent enceinte, mais je reste sur place. Elle s'enfuit enceinte. Et elle accouche de ma sœur en Belgique, et elle s'enfuit avec Alberto, qui a été appelé à aller se battre en Angola, et qui est un insoumis, puisqu'il refuse d'y aller. Quelle famille. Voilà, c'était ça la famille. Et comment ça se passe alors? Je suppose une existence pauvre en Belgique. Ah, au début, oui. Oui, bien sûr. On dormait à 3. Déjà, je me rappelle, d'abord, c'est les Portugais qui nous accueillent. Hein, elle avait le nom d'une fille qui s'appelait Stella, étudiante à l'ULB. Et je me vois encore arriver à l'ULB, j'ai ce souvenir, vous voyez, et cette femme avec une coupe au carré, cette étudiante. Et on allait manger au restaurant étudiant parce qu'on n'avait pas d'argent. Et on volait la vaisselle du restaurant étudiant aussi parce qu'il n'y avait pas de sous. Et on a été hébergés par des Portugais. Et on dormait à 3, ma mère enceinte, Alberto et moi, dans un même lit avec simplement une couverture. Vous apprenez le français, là? Oui. Vous arrivez à Bruxelles, vous ne connaissez pas le français. Ça a été dur au début, oui. Parce que j'étais pas habituée à être séparée de ma mère. Ma mère a travaillé, a accepté tous les petits boulots, femme de ménage, madame pipi, serveuse. Elle travaillait la nuit, serveuse au Tops, qui était un self-service. Et moi, je m'enfuyais pour aller la retrouver. Et puis Alberto courait derrière moi. Enfin bon, ça a été une période aventureuse, disons. Oui, mais exaltante au souvenir, non? Oui, vous savez, moi, je suis partie, ma mère m'avait pas dit qu'on partait si loin. Elle m'avait dit qu'on allait visiter quelqu'un à côté. Et 24 heures après, j'étais toujours dans ce train. Ça me semblait être long quand même. Et vous reviendriez peut-être? Et oui, je pensais que je reviendrais. Ah oui, oui. Donc d'un seul coup, vous prenez conscience que vous êtes en exil. Oui, j'ai pris conscience qu'on était vraiment en exil quand j'ai vu ma mère pleurer pour la première fois. J'avais jamais vu ma mère pleurer et je l'accompagnais, je n'étais pas encore scolarisée, c'était les 2-3 jours où on venait d'arriver, il fallait se retourner quoi. Elle avait pas grand sou en poche et elle avait été dans une boulangerie pour prendre le boulot et la place était prise et elle regardait en l'air. Et ça je me suis dit, ouf, c'est quand même pas simplement qu'une aventure très rigolote, on va en baver des ronds de cuir. Je crois que quelque part je me suis dit ça, il y avait une conscience, une prise de conscience. Et s'installer dans l'exil, c'est évidemment apprendre la langue. Je vais à l'école et j'apprends. Et j'apprends la langue et j'apprends vraiment vite. Et on continue à me parler petit nègre en me disant peut pas. Et moi j'ai dit je ne peux pas, je savais. Et à la fin de l'année, je finis premier prix de français avec 99,5 sur 100 aux examens. Parce que c'était encore des examens et c'était du belge, parce que moi j'aime la Belgique comme vous ne pouvez pas savoir. Oui, vous apprenez le français belge. Oui, j'apprends le belge. Vous apprenez le belge. Et j'apprends le belge dans tout ce que ça a de belge, parce que l'esprit belge n'est pas le même non plus qu'en France. Expliquez. Les Belges mettent les pieds dans le plat. Ils sont pas parfaits, personne n'est parfait, mais on se dit les choses en Belgique, en face. Et on discute. Et après ça, on peut ne pas être d'accord, mais on n'aura pas forcément une relation parce qu'on n'est pas d'accord. Et j'ai trouvé que en France, c'était très différent. Je trouve qu'on rompt très vite les relations. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On est très vite ancré sur ces ergots. Susceptibles. Et moi, je suis pas quelqu'un de susceptible. Et ça m'a causé des tours, cette belgitude que j'ai. Je l'ai, cette belgitude. Vous l'avez toujours, cette belgitude? Ah oui, moi, vous dites double jeu, moi, je dis triple jeu. Un triple jeu, c'est-à-dire alors donc... Et toujours avec simplement 2 langues. Lusitanienne, belge et française. Et française, parce que la culture est quand même française, mais l'esprit reste belge. Vous voyez en Belgique, les marginaux, c'est quand même le pays qui a inventé le surréalisme, faut pas déconner. Oui, c'est eux. Donc il faut avoir cette espèce de décalage, de pouvoir rigoler aussi de tout, mais avec une force derrière. C'est pas une rigolade à la Bigard, vous comprenez? C'est un rire un peu dangereux, un peu féroce. Et ils survivent alors qu'ils sont un tout petit pays divisé en 3, avec cette chose obsolète qu'est un roi au-dessus de tous, vraiment on se demande. Et en même temps, ce sont vraiment des libres penseurs aussi. Et ils ont cette capacité d'accepter la discussion que je n'ai pas retrouvée en France. Et est-ce que vous continuez de pratiquer le portugais?
Ah oui. Oui, bien sûr, en famille. Avec ma mère, oui, on ne peut oui. pas se parler autrement. C'est ça. Mais on est des enfants de l'intégration. Oui. Mais est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous pensez, est-ce que parfois vous rêvez de la vie qui aurait été la vôtre si vous étiez resté au Portugal? Ça me fait pleurer si vous me parlez comme ça. Ah bon? Je peux pas. Oh non, je vais vous faire pleurer. Mais non, faut pas. Mais il faut pas penser comme ça. Je ne peux plus penser comme ça. Je peux pas penser comme ça. D'ailleurs, pendant longtemps, je ne pouvais pas me penser portugaise. Moi, mon grand-père disait toujours, on est citoyen du monde. Et moi, pendant longtemps, on m'a demandé, mais vous vous sentez portugaise? J'avais 16 ans, je venais de démarrer. Non, moi, je me sentais rien qu'une jeune fille pleine de vie, débordante, d'envie de rentrer dans le monde en tant que monde. Et il a fallu les premières pertes pour que je recherche d'où je venais. Avant, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était l'avenir, et purement l'avenir. Et en ça, j'ai été une enfant très, très intégrée. Mais est-ce que vous diriez quand même que l'exil a été pour vous, tout compte fait, une chance? Oui, absolument et sans aucun doute là-dessus. Je pense que l'exil est évidemment une douleur. Une douleur. C'est évident. Et c'est la chance la plus merveilleuse au monde, qui est celle de partir, de partager autre chose, de découvrir et de s'intégrer. C'est-à-dire de découvrir de l'intérieur, parce que c'est ça, s'intégrer. Ce n'est pas oublier qui on est du tout. Ce n'est pas du tout faire la peau à sa culture, à ses odeurs. Moi, je suis portugaise par l'odeur même de l'ail, de la sardine. C'est maman. C'est sa cuisine, quoi. J'irai toujours acheter l'huile d'olive, moi, vous comprenez? Ah oui, ça ne pourra pas, et l'ail ne manque jamais d'ail chez moi. Il ne faut pas me demander. Oui. D'ailleurs, vous diriez quand même pas jusqu'à dire merci Salazar. Quand même. Non, non, on ne dit pas ça. Non, alors voilà, je pourrais jamais vous dire une chose pareille, parce que je suis de ces personnes qui sont absolument convaincues qu'il n'y a pas besoin de douleur pour apprendre. On peut apprendre dans la joie. C'est très catho. Et justement, très portugais et très salazarien de dire que la douleur est formatrice. Elle l'est forcément. On ne peut pas avoir une vie sans douleur. Mais il ne faut pas s'y identifier, et je pense que le bonheur est une bien meilleure école. Alors, à 17 ans, vous devenez célèbre avec une seule chanson, Banana Split. Vous prenez un pseudonyme. Alors, autant votre nom est interminable, autant votre... Voilà. Votre 3 lettres, Lio. Exactement. Et dans un pays où on fait bien la distinction entre les hommes et les femmes, évidemment, comme par hasard, je prends un prénom à consonance masculine, qui est le O. Oui, que vous prenez dans une bande dessinée. Oui, française. Oui, française. Barbarella. Mais alors, est-ce que Lio, succès phénoménal à 17 ans, vraiment plusieurs millions de disques vendus, et est-ce qu'à ce moment-là, vous oubliez Wanda, la portugaise? Est-ce que Lio a un tel succès qu'elle étouffe un peu Wanda en vous? Oui, je trouvais pas Wanda, j'étais adolescente, hein. Je trouvais pas Wanda très intéressante. Je ne m'aimais pas, comme toutes les adolescentes. Donc vous renaissez sous le nom de Lio. Je renais sous le nom de Lio. Surtout, je me dis, Lio, elle a pas ses règles, elle a pas mal au ventre, elle a pas de rhume, elle a rien. Lio, elle est parfaite. Elle est tout ce que je veux. Ouais. Et c'est un énorme leurre, évidemment, mais c'était intéressant de vivre ça aussi. Mais alors, durant 20 et quelques années, vous allez, comme dit la presse en dents de scie, votre carrière, à la fois votre carrière de chanteuse et votre carrière d'actrice de cinéma, donc il y a des hauts et des bas. Mais est-ce que vous pouvez dire que durant ces 20 et quelques années, Lio et Wanda ont vécu en harmonie en vous? En harmonie, en parallèle. Peut-être en opposition aussi. Pas pour moi, mais oui, j'ai découvert qu'il y avait... J'ai découvert que l'émanation de Lio était pour les gens vraiment quelque chose de très différent de Wanda, alors que pour moi, elle en faisait partie. Ça, c'était Donc, je trouve que j'ai surtout vécu dans des mondes parallèles et qu'il y a eu beaucoup de malentendus à cause de ça. Je regrette pas du tout, parce que je trouve que c'est une vie extrêmement onirique, extrêmement riche. C'est comme un exil. Moi, j'étais exilée, alors le double jeu, il va aller vraiment jusqu'au bout. C'est marrant que vous disiez ça, l'exil, est-ce que c'est une chance? C'est une douleur et une chance. Eh bien, moi, je me suis exilée de moi-même à travers Lio et j'ai eu du mal à me récupérer, mais ça a été un sacré chemin. Non, mais j'imagine que Lio, par exemple, la chanteuse, Lio, la comédienne d'expression française, pouvait
peut-être légitimement reproché à Vanda d'être tombée trop souvent amoureuse, de faire trop d'enfants, de faire trop popote, la vie de famille, et donc de sacrifier finalement sa carrière à une vie familiale un peu trop riche. Est-ce qu'il n'y a pas eu opposition entre les deux? Une vie amoureuse, pas une vie familiale. Les enfants sont venus vraiment comme un appel de la vie à elle-même, et peut-être même d'une manière un peu plus sournoise, parce que pour remplir un vide que j'avais, il y avait une énorme faille, je crois, en moi. Il y avait quand même vraiment un grand canyon dans mon cœur, et il fallait le remplir d'une certaine manière, je pense. Mais bien sûr que Lio l'a reproché, enfin, mais en même temps, Lio est assez légitime, peut assez légitimement le reprocher à Vanda, et finalement ces deux-là se parlaient, et l'une disait ta gueule à l'autre, et c'était deux sœurs ennemies, mais vous savez, comme les enfants terribles, ça crée une belle histoire. Moi, j'ai pas de problème avec Lio, j'ai plus de problèmes avec les médias, qui n'ont pas joué le jeu jusqu'au bout, et avec l'industrie qui ne sait pas jouer le jeu. Oui, mais on peut imaginer que qu'entre Lio, l'espiègle, la provocatrice, la sensuelle, parce que vous pensez que Vanda n'est pas sensuelle. Attendez, j'ai pas fini. Donc, et je pense, les prunes, là, des brunes, etc. Oui. Donc, vous êtes drôle, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas parfois aussi, est-ce que cette Lio-là n'entre pas en conflit avec une Vanda aussi, qui a peut-être des nostalgies, qui a peut-être aussi, un peu de romantisme, qui a peut-être imprégné de ce fado de votre naissance? Je suis un personnage de paradoxe. J'ai toujours eu cette espèce d'envie diabolique de vouloir réconcilier les paradoxes, ce qui est peut-être absolument impossible. D'où une position extrêmement confortable, je vous le confirme, qui est celle du grand écart. Mais symboliquement, c'est amusant quand on regarde. Moi, je suis du signe du Gémeaux, c'est la lyre et la massue, c'est la terre et l'éthéré. Oui, effectivement, moi, je suis quelqu'un de violent. J'ai une grande violence en moi. Je crois que le fado est fortement imprégné dans mon cœur et dans mon âme. Et peut-être mélancolique aussi. J'ai une grande mélancolie et une grande nostalgie. Je suis une enfant de la saudade, qui est ce mot portugais qui n'a pas de traduction. Quelle nationalité est la vôtre? Je suis restée portugaise. Vous n'êtes ni belge ni française? Non, parce qu'il me fallait choisir. Il fallait que j'en enlève une pour l'autre, et je n'ai pas voulu. J'aurais beaucoup aimé avoir les trois nationalités. Ça vous aurait plu? Ah oui. Ah oui, donc... énormément. Alors disons que vous êtes réellement portugaise, mais que vous êtes, disons, belge et française d'honneur. Mais de cœur aussi. De cœur, c'est ça. Et d'esprit. Je suis aujourd'hui habitée par la culture française et par ce côté incisif qu'ont les Français. Je suis habitée par les Belges et par ce côté bonhomme mais implacable qu'ils ont. Et je suis fondamentalement portugaise. Je suis bien née là-bas, c'est ma langue maternelle. Les sons de ma vie, les odeurs de ma vie sont portugais. Maintenant, je veux être tout ça à la fois. Et je veux surtout pas qu'on me demande de choisir, mais on me demande de choisir. Alors je reste. Alors la dernière métamorphose de cette Vanda Lio portugaise, belge, française, c'est Prévert. Tout d'un coup, voilà, Prévert. Comment s'est-il installé dans ce triple jeu? À 9 ans, à mon anniversaire, on m'a offert Parole. Et c'était drôle parce que j'ai regardé cette pochette et vous je saviez à peine lire le français. À 9 ans? À 9 ans, vous êtes arrivé à 8 ans. Ah oui, si, vous saviez. Ah oui, vous avez eu le premier prix de français. À 6 ans, hein? Ah oui, à 7 ans, puisque comme je suis née en juin, j'avais juste 7 ans aux examens de fin d'année. 2 ans après, vous lisez Prévert. Oui, absolument. Vous êtes doué, hein? Mais oui, c'est pas difficile à lire, Prévert. Mes enfants adorent. Hein. Et je me rappelle que ça m'avait pas fait plaisir, parce que je trouvais pas joli. C'était la collection Folio, vous savez, en sépia, découpée mochement. Et je me disais, mon Dieu, mais pourquoi on m'a offert ça alors? Et j'ai ouvert le livre et je me rappelle ne pas l'avoir quitté de l'après-midi. Et j'ai aimé Prévert parce qu'il m'a... Vous l'avez toujours aimé, donc, depuis mes 9 ans. Je crois qu'il me fait penser à mon grand-père. Mais c'est vrai que ça aurait beaucoup plu à Prévert de savoir qu'une immigrée portugaise, charmante, jolie, allait chanter ses textes. Ça lui aurait beaucoup plu. Hein. Ah, j'espère que oui. J'espère que oui, parce que pour moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de Prévert, mais je l'aime d'un amour incroyable. Oui, et pourquoi? Pour sa fulgurance. Il n'est pas un littéraire. Il a bouleversé, je trouve, ça, parce qu'il écrit comme on peut parler, mais de la manière la plus
extraordinaire. Vous avez vu sa fulgurance, c'est un homme de la rue. C'est pas un homme qui est enfermé dans un monde. C'est son esprit est toujours en mouvement et il est engagé. Il est accessible, il est drôle. Il est drôle, il est très pince sans rire parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup rire les autres mais qui rigolait très peu lui-même. Oui. J'aime ça aussi chez lui. Mais est-ce que choisir Prévert, qui est vraiment un poète franco-français, vraiment, et très parisien, est-ce que ça n'est pas, vous, encore une fois, la portugaise, vous enracinez un peu plus dans la France? Sans doute, m'enraciner en tout cas dans cet esprit français. Écoutez, c'est tout ce que j'aime quand même. Hein. C'est l'esprit communard, c'est Ravachol, il y a des, c'est beau cet esprit-là, cet esprit de révolte et cet esprit de liberté. Quand même, c'est une belle formule. Liberté, fraternité, égalité, c'est beau ça, non? C'est beaucoup plus beau que l'hymne portugais, franchement. Hein, c'est quoi là? Attendez, la Belgique, c'est quoi? Il faut que je m'en rappelle. C'est l'union fait la force. On s'en fout. Liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est beau. Ça, voilà des valeurs universelles. C'est ce que moi, ce à quoi j'ai toujours cru. Qu'il y a des valeurs, une conscience universelle. La morale, on s'en fout. Mais la conscience, oui. Tournesol, c'est le nom de la fleur, le surnom de la fille. Elle n'a pas de grand nom, pas de nom de famille. Et valse au coin des rues, à Belleville, la Saint-Ville. Tournesol, 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 valse du coin des rues. Eh bien, Lio est actuellement en tournée, toujours accompagné, bien sûr, de son cher Jacques Prévert. Et maintenant, Gaston-Paul Effa, un Camerounais d'Alsace. Il enseigne la philosophie dans un lycée de Sarrebourg. Il parle et écrit un français admirable. Et c'est un plaisir de l'entendre raconter comment, par quels chemins étranges, il est devenu un piéton de Strasbourg. Je me sens l'homme le plus riche du monde, parce que je présente toujours comme l'être mêlé. J'ai toutes ces identités en moi, et c'est celles-là qui me portent dans l'écriture et dans les rencontres, qui me permettent d'habiter autrement le monde. Autrement dit, vous vivez avec l'homme le plus riche que vous puissiez trouver, probablement en Alsace, mais en France, non? Il est d'une richesse exceptionnelle, votre homme. Bon, ce qui m'a beaucoup plu en lui, c'est le côté, enfin, le lyrisme de son écriture, qui est d'une singularité tout à fait originale. On appelle ça du miondo, et donc à la fin, ça donne une espèce de plein d'eau. Alors, quand vous, Camerounais, vous êtes devenu professeur de philosophie dans l'est de la France et spécialement à Sarrebourg, ça a dû peut-être paraître un peu singulier. Vous avez dû être l'attraction de la première rentrée. Lorsque je suis arrivé le premier jour devant mes élèves, je suis rentré, je ne me suis pas présenté. Alors ils m'ont regardé, j'ai dit je vais être votre professeur de philosophie. J'ai vu les yeux s'ouvrir, histoire de dire mais c'est-tu de la plaisanterie? Qui c'est cet homme-là? Mais je peux vous dire que ça s'arrange tout de suite. Au bout d'un quart d'heure, tout le monde se calme et puis oui. La philosophie prend place. Et avec les autres professeurs Avec les autres professeurs, pareil. Oui. Étonnement. Parce qu'on souvent on m'a salué en me disant ah vous enseignez les maths, vous êtes prof de musique. J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit prof de religion. Ah oui, parce qu'on peut pas imaginer donc qu'un Camerounais, un Africain puisse enseigner la philosophie. Ah oui, là, mais il y a quelque chose d'incroyable. Ça veut dire donc qu'il peut pas accéder à ce qui peut paraître comme la discipline. Oui, supérieure. La discipline. Oui, oui. Ah oui. Dans l'un de vos livres, c'est d'ailleurs dans le premier, Tout ce bleu, vous écrivez ceci: comme tous les Africains, j'ai longtemps rêvé de l'hiver. Peut-être caressais-je l'idée que ma peau finirait par prendre la couleur de la neige. Oui, vous savez, en Afrique, on a du rêve. Le premier, c'est devenir blanc, dit-on.
On devient blanc, c'est-à-dire vivre à l'européenne. Et le symbole de cette réussite, c'est la neige et c'est l'argent. Deuxièmement, on dit on va devenir quelqu'un. Et pour devenir quelqu'un, on va à l'école. L'école nous apprend à mettre un pied devant l'autre. Alors, venons-en à l'école, mais on va d'abord parler quand même de votre père et de votre mère, parce que vous avez une enfance tout à fait étonnante, et même, on peut dire, assez inouïe. Alors, parlez-moi de votre père et de votre mère. On commence par lequel? Des deux, peut-être. Oui. Parce que mon père et ma mère ont eu 16 enfants. La coépouse de ma mère a eu 16 enfants et mon père en a reconnu un, dont nous sommes 33. 33? 33 enfants. Et donc moi j'allais à l'école chez les sœurs de Saverne, qui quittaient Yaoundé pour aller à Douala. Et mon père leur a dit ce jour-là, écoutez, si vraiment vous avez aimé la famille, voici l'enfant, emportez-le avec vous. Tiens, mais vous étiez l'aîné. Je suis l'aîné. Et oui. La tradition africaine veut que lorsqu'on aime quelqu'un, on lui donne un enfant. Si vous allez au Cameroun aujourd'hui, le meilleur cadeau qu'on puisse vous faire, si on vous prend en affection, c'est vous donner un enfant. Oui, enfin, c'est parfois quand même une charge. C'est terrible parce que la règle qui suit, c'est vous en faites un homme ou une bête. Si vous avez aimé la famille, voyez un peu ce que vous attend. Vous allez en faire un homme. Si vous ne l'avez pas aimé, l'enfant qui en sortira ne sera pas véritablement... Donc, quand votre père fait ce cadeau aux religieuses, c'est un cadeau à la fois à Dieu et aux religieuses. Et aux religieuses. Oui. Ah oui, double cadeau. Mais il est dans son droit de faire ça? C'est la tradition qui le veut. Et ce qui est triste, c'est qu'on ne donne pas la parole à la mère. On ne lui demande pas ce qu'elle en pense. Pas son avis, rien. On ne demande pas son avis. Oui. On prend l'enfant et l'enfant est donné. Mais c'est une tradition qui existe depuis longtemps et elle existe-t-elle toujours aujourd'hui? Aujourd'hui, hélas, elle est devenue commerciale. Offrir un enfant à quelqu'un de riche, c'est le signe que la famille n'aura plus à payer la scolarité et qu'elle va vivre, parce qu'en retour, on enverra de l'argent et des vivres à la famille. Donc, votre père, au fond, il trouve que c'est bien ce qu'il fait, c'est une bonne action? Pour lui, c'était tout à fait normal. Oui. Mais alors, il y a quand même le mépris incroyable de la mère. L'ignorance même, c'est vraiment l'ignorance. La mère n'existe pas. Et donc, lorsque j'ai écrit Tout ce bleu, c'était justement pour redonner la parole à la mère, pour revisiter cette mère qui, finalement, n'avait pas pu parler. Oui, mais alors, cette femme, d'abord, elle a été, son mari, il est polygame, il est quoi? Il est polygame chrétien? Il est devenu chrétien. Vous savez, les Africains, le Cameroun, je vais vous dire, 50%, le Camerounais est 50% chrétien, 50% musulman, 100% païen. Oui, donc mon père a beau être chrétien, il lui reste quelque chose du païen qu'il est. Donc le don de l'enfant est véritablement d'abord un don païen. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en voulez à votre père? Est-ce que vous l'avez connu, votre père? Je l'ai connu, mon père, je le connais. J'en veux davantage à la tradition qu'à mon père. Mon père n'a été que le serviteur de la tradition et ignorant des conséquences de ce don. Oui. Et votre mère, vous l'avez connue? J'ai connu ma mère très tardivement parce que, venu en Alsace, les pères m'ont demandé d'aller la revoir. Oui. Donc on m'a payé un billet d'avion, je suis allé à Yaoundé, et je peux vous dire que la scène avait duré, à mon avis, 1 heure, 2, voire 3, mais les pères m'ont dit que c'était très bref. La scène de la rencontre, on s'est regardé, on ne s'est rien dit, je pense qu'on s'était vraiment tout dit. Oui. Alors, vous devenez, à quel âge donc? À 5 ans, vous devenez l'enfant des religieuses? Je suis l'enfant des religieuses. Oui. Donc j'ai toujours vécu en compagnie de ces femmes, et je me plais à dire que ce qui m'a le plus manqué dans ma vie, c'est de n'avoir jamais manqué de femmes. Donc j'appelais ces femmes maman, ou la mère, pour la mère supérieure, et je m'étonnais toujours que les sœurs, que les autres les appellent ma sœur. À quoi vous destinait-elle? À la prêtrise. Évidemment, lorsque on va à l'école, aussi bien chez les pères que chez les sœurs en Afrique, c'est pour devenir prêtre. Donc pour elle, c'était du pain béni, l'enfant est là, on ne l'a pas cherché, on nous l'a offert, donc on va en faire un prêtre. Et donc on m'a envoyé très tôt en Alsace, à l'adolescence, pour me préparer au sacerdoce. Alors le jeu Nepha, que vous appelez dans vos 2 premiers romans Douau et même Douau Papus, alors pour lui, qu'est-ce que ça représente la langue française? Parce qu'avant l'âge de 5 ans, vous ne parlez pas le français. Vous parlez quoi? Avant l'âge de 5 ans, on parle les 230 dialectes du Cameroun. 230 dialectes? 230 langues. Mais comment s'y reconnaître? C'est très difficile, c'est pour cela que le français est élu comme la langue qui fait l'unité du pays, la langue nationale. Oui. Parce qu'il est très difficile de s'entendre autour de 230 langues. Et alors comment on apprend cette langue française? C'est quelque chose d'étonnant. J'aimerais bien qu'on refasse ça en France, vous allez voir, un soulèvement du peuple.
Je me rappelle, tous les vendredis matins, après la dictée hebdomadaire, on était battus. Battus. La règle était autant de fautes, autant de coups de bâton. Oula, sur les doigts? Sur les fesses, sur le dos, sur les mains. Et j'aurais pu détester cette langue française. Ben oui, attendez, cette langue française, pour vous, c'est la langue de l'arrachement, c'est la langue de la colonisation, ça va devenir la langue de l'exil. 3 bonnes raisons de détester le français. Complètement, oui. Mais le miracle s'est produit. Je pense qu'elle a éveillé en moi un désir inextinguible. C'est-à-dire, véritablement, que j'ai appris que le désir devient le désir de ce que l'autre possède. Cette langue de l'étranger, cette langue du bourreau est devenue vraiment celle qui m'a fasciné. Et j'ai cherché à la presser pour lui demander de me rendre moi-même. Oui, c'est un peu comme au judo, où vous servez de la force de l'adversaire pour le renverser. Ah, oui. Et pour vous approprier donc cette langue. Et oui, et je me considère parfois comme le bourreau de cette langue, que je soumets à un traitement, et je me dis, finalement, l'enfant martyr devient le meilleur bourreau. Oui. Et est-ce que vous avez, alors on vous apprend l'orthographe, on vous apprend la grammaire bien entendu, vous lisez des textes, est-ce qu'on vous apprend la prononciation? Ah, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'on voulait tous parler comme les Français, prononcer la française. Évidemment, en Afrique, on nommait de prononcer le R. Ah. Alors on a le père, non le père, et c'est un coup de règle aussi. Là, c'était les coups de règle sur les doigts. Le père. Oh. Eh oui, il nous était interdit de parler nos langues nationales, comme on dit, à l'école. Quand on prononçait un mot Betty, un mot Boulou, un mot Douala, on était puni. Oui. Il fallait parler comme à Paris. Mais la déception, c'est que lorsque je suis arrivé en Alsace, que j'ai entendu parler, je me suis dit finalement, les Français ne parlent pas aussi bien leur langue que je ne le croyais. Mais d'un seul coup, vous avez énuméré quelques langues, là. C'est joli, ces noms de langues. Allez-y, donnez. Le Fulbe, le Douala, le Wondo, le Boulou, le Bamileke, le Bafan, le Ngumba, oui. Mais ce sont des langues très différentes, les unes des autres. Très différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais on peut pas toutes les parler, c'est pas possible. On en parle pas mal, parce que au petit séminaire, j'ai appris à lire et à les écrire. Je parle parfaitement le Betty, mais parfaitement, et je l'écris. C'est votre langue, là, votre langue maternelle. Le maternelle, ou le Betty. Et pour terminer avec votre jeunesse, c'est aussi une chose étonnante, c'est que vous chantiez, je crois, presque tous les matins la Marseillaise. Alors ça paraît incroyable. Oui, on a toujours chanté. L'Afrique est la terre de la musique et de la chanson. J'ai tout appris en chanson. La conjugaison, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ou les adjectifs possessifs, mon, ton, son, notre, votre, leur, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mettez, c'est, nos, vos, leurs, et tout le reste. Et c'est, voilà, des choses qu'il faudrait faire maintenant en France pour les élèves apprennent. C'est ce que j'essaie de faire, figurez-vous, oui. Et en philosophie, bon, on avait cet atout en Afrique, c'est qu'on apprenait beaucoup par cœur. Et là, moi, je demande à mes élèves d'apprendre certains textes de philosophie par cœur. Je peux vous dire qu'ils sont de rare beauté. Certains textes de Kant, appris par cœur, c'est de la poésie. Ouais. Ah oui. Ah oui, donc vous appreniez par exemple les règles de grammaire, comme ça, en chantant. En chantant. En chantant oui. le français. Ah oui, oui. Et même peut-être en chantant certains textes littéraires, de la poésie. Tout à fait, tout à fait. Ah, Et même en histoire. Je me rappelle lorsque j'étais en cours élémentaire première année, le cours de l'histoire, c'était un cours d'anthropologie. On nous disait voilà l'homme du Cro-Magnon. Et c'était très difficile à prononcer. Certains l'homme du Gros-Magnon, l'homme du Magnon. Alors on dit l'homme du Cro, l'homme du Ma, l'homme du Gnon, l'homme du Cro-Magnon. Et ça s'apprenait, et ça se retient. Et vous aviez aussi assez d'humour pour détourner les paroles de la Marseillaise aussi. Allons enfants de la martyre, le jour des Noirs est arrivé. Enfin, oui. Et puis, donc, on vous expédie à Paris. Vous avez quel âge? Je suis arrivé à Paris à 15 ans. Rue Le Mont. Et pourquoi vous envoie-t-on à Paris? Mais parce que les sœurs se disent, voilà, il va rentrer en classe de seconde, et bientôt c'est le baccalauréat, il faut rentrer. Et à Douala, on peut pas... Il y avait de quoi, mais il fallait parler allemand, parce qu'on voulait faire de moi un missionnaire en Alsace. Ils m'ont dit, voilà, c'est le moment d'y aller. Ah oui, parce que les sœurs sont alsaciennes, donc elles vont faire de vous un missionnaire en Alsace. Les sœurs sont alsaciennes, elles m'ont parlé alsacien étant petit enfant, j'ai mangé de la choucroute grâce à elles, et on me dit, voilà, maintenant tu rentres chez toi. On ne me disait pas que j'allais en France, j'allais en Alsace. Pour moi, la France, c'était la langue française, et le pays où on parlait cette langue française, c'était l'Alsace. Oui, mais pourtant vous arrivez à Paris. Et j'arrive à Paris, rue Le Mont. Oh, oui. Je suis complètement perdu, je suis avalé par la ville. Je ne comprends pas que ce ne soit pas l'Alsace.
quand est-ce qu'on sera en Alsace? J'ai demandé au père, mais l'Alsace, c'est à l'intérieur de la France. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez l'impression vraiment d'être un exilé à Paris et est-ce que vous souffrez? Oui, oui, oui. Vous savez, les Africains vivent toujours ensemble. La solitude n'est pas la règle. Donc j'arrive rue Le Mont, où on me donne une petite chambre de bonne, je me retrouve tout seul, le soir personne ne vient me parler, je me suis dit véritablement je suis perdu. Et c'est là que vous vous mettez à rêver à l'Afrique. Le cœur de l'Afrique s'est mis à battre en moi, véritablement. Et c'est là que je me dis que l'exil est aussi solitaire. Vous savez, en hébreu, le mot exil, on le traduit par golé, la révélation. C'est dans cet arrachement, dans ce départ, que peut-être quelque chose se révèle en nous. Et j'ai pu écrire, parce que j'ai été exilé, d'abord à l'intérieur du Cameroun, j'ai entendu cet alsacien. Et alors, est-ce que quand vous arrivez à Strasbourg, c'est enfin l'Alsace, celle qu'on vous l'avait décrite? J'étais chez moi. Ah oui. Je me considérais chez moi. Parce que les grandes, les personnes âgées à Strasbourg vous parlent directement l'alsacien. Et donc, j'étais étonné que cet enfant noir leur parle aussi bien alsacien. Si Schwour, c'est vrai. Je dis, mais oui, c'est complètement vrai. Mais oui, donc j'étais chez moi, j'étais enfin auprès de mes sœurs. Mais comment vivez-vous ça à ce moment-là? Vous avez donc 20 ans, vous êtes un Camerounais, mais vous êtes à Paris, en Alsace, vous n'êtes plus dans votre patrie, et puis en même temps c'est la langue française. Et, vous vous accrochez à quoi? À la langue, aux mots, aux souvenirs de l'Afrique? À tout, parce que je pense que j'ai vraiment, de par mon éducation, les pieds bien ancrés dans la terre africaine. Je dis d'ailleurs que l'Afrique c'est mon pays. Et en même temps, j'ai ce cœur et la tête qui sont dans la langue française. Je suis de nationalité française, mais je ne peux pas me dire français. Ma patrie, c'est véritablement cette langue qui me permet de respirer autrement. Alors, dans votre biographie, j'ai lu ceci, et là c'est peut-être vous qui avez écrit ce texte. Il se détourne du sacerdoce et se tourne vers l'écriture. On a l'impression, en lisant cette phrase, que dans un même mouvement, donc vous renoncez donc à la voie spirituelle, à la prêtrise, oui. et dans le même mouvement, vous décidez d'écrire. C'est vrai, ça se passe comme ça? C'est véritablement ça. Je suis, comme on dit, je suis rentré dans l'écriture comme on rentre en religion. Véritablement. C'est une autre religion. C'est une forme de religion. C'est vraiment ce qui va me relier à l'autre, complètement, et d'abord à moi-même. Oui. C'est ce qui me redonne une identité, un visage. Oui. Mais est-ce que vous perdez la foi à ce moment-là ou pas? Non, parce que je continue. Qu'est-ce que c'est que la foi? Finalement, je me dis, je vis ce qu'on appelle un sacerdoce laïque. Je vis la foi sans Dieu, parce que je mets l'homme au milieu. Alors vous allez écrire d'abord 2 livres qui racontent votre enfance, Tout ce bleu et qui est la version, je dirais, de l'enfant, et puis Ma qui veut dire mère, et qui est la version, je dirais, de la mère. C'est un livre plein. Puis après vous publiez Le cri que tu pousses ne réveillera personne, puis Cheval Roi. Cheval Roi, c'est ce cheval qu'on sacrifie, c'est une c'est une légende ou c'est non, ce n'est pas une légende du tout. En Afrique, chez les Kotokoli au Bénin, au nord du Bénin, on sacrifie le plus beau cheval à la mort du chef. Et donc tout le monde est appelé à manger à même la chair du cheval, à boire dans les entrailles du cheval. Et donc je ne pouvais pas passer à côté de cette scène qui s'offrait véritablement à moi, qui est un amour fou pour les chevaux. Donc j'en ai parlé. Alors j'ai appris d'ailleurs, ce qui est très bien, parce que vous n'avez même pas 40 ans, que vous entrez, que vos œuvres entrent dans les manuels scolaires camerounais. Oui, dès le mois de septembre, les Camerounais enfin m'ont téléphoné pour aller signer mon entrée dans les manuels Pourquoi scolaires. Vous avez dit enfin? Enfin parce que ils ont attendu longtemps. On m'avait d'abord annoncé ça il y a 4 ans. Et ça ne s'est pas fait. Le ministre est parti, le ministre de l'Éducation nationale, qui avait programmé cette signature, a été démis de ses fonctions. Donc aujourd'hui, je retourne au Cameroun pour sceller. Vous devez être très fier, parce que c'est une reconnaissance officielle de votre talent et de votre, aujourd'hui, de l'importance littéraire que vous avez aux yeux des Camerounais. À moitié fier, parce que je pense encore à ceux parmi les Camerounais qui ne peuvent pas acheter un seul livre. Ah. Vous savez qu'un manuel qui coûte, aujourd'hui on parle en euros, mais je peux encore parler en francs, 100 francs fait 10 000 francs CFA, c'est-à-dire le salaire moyen d'un Camerounais. Oui. Et je souffre lorsque je vais en Afrique et que je me rends compte que personne ne peut acheter les livres. Et les Africains ont un amour fou pour les livres.
Vous pensez pas que la France est coupable, là, quand même, Ah, mais véritablement. Mais oui. De ne pas faire, d'apporter à des prix tout à fait abordables les livres dont les Camerounais ont besoin et dont les Africains ont besoin. Vous savez, un peuple qui n'a pas de livre est un peuple qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'avenir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que tous, vous et moi, nous devrions faire quelque chose pour que les livres soient peu chers en Afrique. Oui. Et j'ai commencé parce que j'ai ouvert un collège au Cameroun, à Yaoundé. J'ai un collège qui, pour l'instant, compte 400 élèves. Et dans ce collège, je donne gratuitement des livres. Oui. Et alors, évidemment, on voit bien, vous parliez tout à l'heure de la manière dont vous chantiez la grammaire ou le français, et on sent bien qu'il y a dans votre prose cette musicalité, et puis ce goût des mots. Là, on voit que vous avez, c'est vrai que vous avez cette passion des mots. Il y a une grande richesse vocabulaire dans votre... J'aime les mots, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai rien à offrir au monde, j'ai très peu de choses. Un peu comme disait Flaubert, je vais écrire un livre à partir de rien. Moi, je dis, je vais écrire un livre à partir de peu de choses, de pas grand-chose. Et comme je n'ai rien à offrir, je n'ai que cette langue à faire rythmer, à faire chanter. Je fais chanter cette langue. C'est peut-être pour moi aussi une manière de respirer autrement. Alors, Gaston Paul, qu'est-ce que vous allez nous préparer là pour ce dîner? Ben, de la Christophine au filet mignon. Vous mangez camerounais tous les jours? Non. Non? Je fais aussi bien une bonne choucroute. Ah bon? Vous êtes spécialiste de la choucroute aussi? Oui. Ah bon? Alors, attendez, restons sur la choucroute, il y a plusieurs manières de la faire. Alors, oui. Quelle est votre manière? La mienne, j'allais dire, c'est la meilleure. Effectivement. Ah oui, parce que j'ai une recette de bonne sœur, comme on dit. Oui. Qui consiste vous venez d'Afrique? D'Afrique, oui. Alsacienne. La recette d'une choucroute qui vient du Cameroun, ça c'est formidable. Oui. Donc toujours faire revenir ces petits oignons. Oui. Le secret là. Oui. Alors vous avez le clou de girofle, ne jamais l'oublier dans les choucroutes. On ne met pas tout le petit clou de girofle. Oui. Au fond, c'est un peu comme une écriture. Ah ben bien sûr. C'est un peu une écriture, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier. Ne pas oublier la ponctuation qui est très importante. L'écriture, pour moi, passe d'abord par la bouche. Quand on apprend à écrire en Afrique, on a une espèce de planche. Une planche qui a des écritures, qui a un texte. Et cette planche est emplie de miel. Ici, c'est de l'arabe. Donc, c'est des enfants qui vont à l'école coranique ont droit à cette planche. Oui. Nous autres, qui allions à l'école, dit-on, laïque ou chrétienne, parfois, avions des textes latins, en français. Ou en français. Et donc, voilà, dès qu'on a pu lire une ligne, on avait le droit de lécher l'ardoise ou la planche avec la langue. Parce qu'elle était recouverte de miel. Elle était recouverte de miel. Au fond, vous êtes un très grand sensuel, à la fois et avec les mots et avec les aliments. Merci. Oui, la sensualité, c'est ça, le rapport à l'élémentaire. Mais tout ça, c'est très chrétien, cette communion. Avec le texte et avec la nourriture, là, on est en pleine chrétienté, là. Hein. Oui, bien sûr, vous savez, l'éducation ne nous laisse pas intacts. Ouais. Oui, on est transformé par les rencontres et par... Mais en l'occurrence, pour la meilleure des choses. Pour le meilleur, j'espère, oui. Eh bien, croyez-moi, le Camerounais alsacien Gaston Paul Effa est aussi un remarquable cuisinier. Et maintenant, Shansa. La pékinoise Shansa est arrivée à Paris à l'âge de 17 ans sans connaître un mot de français et 12 ans après, elle a reçu le Goncourt des lycéens pour son 3e roman, La joueuse de Go. Et dire qu'au lieu de se promener aujourd'hui à l'aise dans Paris, elle aurait pu, comme d'autres étudiants chinois, mourir sur la place Tiananmen. J'aime bien le Luxembourg. C'est un peu ma racine ici. J'ai fait mes études là. Maintenant, j'ai mon atelier là. Mon éditeur est là. C'est mon petit royaume. Vous n'avez pas encore 30 ans, Shansa, vous les aurez à la fin de l'année, et vous donnez pourtant l'impression d'avoir déjà vécu 2 vies de plusieurs dizaines d'années chacune. Alors, il y a votre première vie, elle est chinoise, bien entendu, puisque vous êtes né à Pékin. Que faisaient vos parents? Alors, mon père est professeur de la littérature contemporaine et il est spécialiste des écrivains femmes chinois. Oui. Et ma mère est spécialiste de la linguistique. Donc tous deux enseignent et écrivent. Oui. Et l'un des deux parlait français ou... Alors,
Mon père était, comme c'était un étudiant modèle, et il était premier de sa promotion, il a été choisi par le gouvernement chinois pour représenter la Chine pour la première fois, nous sommes en 74, à enseigner la littérature chinoise en France. Donc il est venu en France, et c'est là il a fait une formation de la langue française assez rudimentaire, puisqu'il restait avec les Chinois. À l'époque, il fallait se surveiller les uns les autres, et ils étaient sans arrêt dénoncés. Donc il n'y avait pas de vrai contact avec la société française, bien qu'il ait vécu 3 ans à Paris. Et puis il revenait souvent. Alors, est-il vrai que dès l'âge de 8 ans, les revues, les journaux chinois publiaient déjà vos contes, vos poèmes, et notamment, paraît-il, le quotidien du peuple? Est-ce vrai? L'histoire est très simple. Quand j'ai eu 7 ans, quand je suis allée à l'école pour la première fois, ma mère m'a demandé de tenir un journal intime. Et ça m'ennuyait beaucoup de raconter ce que je faisais, souvent choses interdites. Par exemple, aller me promener dans le bois ou jouer au port d'un étang, et où je risquais de glisser. Or, je nageais presque. Et alors, pour éviter à cela, j'ai inventé des contes. Tous les jours, j'écrivais un petit conte, une histoire où je faisais dialoguer les crevettes avec les crapauds, et je parlais de la lune et du soleil. Et jusqu'au jour où j'étais moi-même ennuyée par la longueur de mes articles, et j'ai demandé l'autorisation d'écrire des poèmes, car pour moi, les poèmes étaient le genre littéraire le plus court. Donc j'ai triché, ma mère était d'accord, elle était ravie, et moi j'étais absolument épatée par moi-même d'avoir trouvé un moyen, un raccourci, et j'ai commencé à écrire des poèmes dès 7 ans et demi. Et c'était une façon pour moi de raccourcir mes devoirs littéraires. Oui, mais les publier. En Chine, j'étais dans ce milieu-là, et j'ai rencontré la première fois mes éditeurs qui n'étaient d'autres que les amis de mon père, les camarades de classe universitaires, et qui sont venus voir mon père pour publier des livres sur lui. Or, ils tombaient sur des dessins de moi, parce que je dessinais pour illustrer mes poèmes, et ma mère les accrochait dans la chambre. Et ils tombaient en arrêt devant ces dessins, et ils ont tout raflé. Mes poèmes, mon journal intime, mes dessins. Et puis ils ont montré à des spécialistes. Et il y a eu des contrôles à l'époque. De temps en temps, je recevais des gens étranges, inconnus, qui venaient me demander de faire un poème immédiatement devant eux. Et là, j'en faisais 3. Et en fait, c'était des rédacteurs des journaux qui voulaient vérifier si j'écrivais vraiment ou si c'était pas mon père qui faisait les poèmes. Oui, une supercherie familiale. Et votre premier livre, il vient très vite. Vous avez quel âge quand votre premier livre paraît? Mon premier recueil de poèmes est sorti quand j'ai eu 11 ans. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que vous avez une vocation littéraire précoce et tenace. Tenace, je peux dire que c'est une fuite en permanence, car j'ai été élevée, bien sûr, dans un endroit idyllique pour moi, car j'ai grandi dans un campus universitaire. Il y avait à l'autre côté de ma fenêtre les montagnes de Pékin, qu'on appelle les montagnes d'Ouest, et aujourd'hui on les voit plus tellement on a construit des gratte-ciel à Pékin. Et j'ai vécu avec la nature. Mais de l'autre côté, dès que j'ai quitté la nature, je rentrais dans une école avec cette éducation militaire et un régime très sévère. Les professeurs étaient durs et on n'appréciait pas du tout mes poèmes. J'avais des très bonnes notes, donc j'étais bonne élève. Mais j'étais une rebelle. Je ne voulais absolument pas raconter ce qui se passait dans la réalité. Mes relations avec les parents, mes relations avec les élèves. Et pourquoi vous vouliez pas raconter ça? Parce que c'est une fuite. Ah oui. La poésie était un abri pour moi, un refuge. Et vous vous réfugiez de quoi? Vous aviez peur de quoi déjà à ce moment-là? C'est un trop gros mot quand je dis la persécution. Mais il y a une terreur à l'école. Et mes professeurs, plusieurs fois, m'ont demandé d'écrire sur l'amour du parti. Ils ont trouvé ça scandaleux.
que je ne sois pas un écrivain réaliste, hein, Oui. une poétesse réaliste. Or, à l'époque, il y avait que des poèmes réalistes qui faisaient louange du parti, qui faisaient louange de la Chine. Oui, il percevait bien que vous vous échappiez de la réalité. Que vous- Absolument. Oui. On m'a même demandé, par exemple, d'écrire des poèmes sur le drapeau rouge. Moi, j'en ai fait quelques-uns et ça me faisait horriblement souffrir. Mais et pourtant, dès l'âge de 15 ans, ce qui est incroyable, vous êtes élu membre de l'association des écrivains de Pékin. C'est à 15 ans. Alors là, c'est tous les records battus Oui, c'était vraiment un record. précocité. En Donc, Chine. ce qui fait quand même que si j'ose dire, vos confrères, beaucoup plus âgés que vous appréciaient déjà. Oui, parce que j'ai été très soutenue par des écrivains, des vieux poètes de l'époque. Et malheureusement, ils ont tous disparu. Et ils m'ont beaucoup aimé et beaucoup apprécié. Et j'étais pas seule. J'avais ces écrivains-là qui avaient à l'époque déjà l'âge de 70 ans, qui me poussaient énormément à l'avant. Et je pense aussi que il y avait justement dans ces poèmes-là une fraîcheur, une innocence qui n'avait rien à voir avec la politique, qui les émouvait, puisque eux avaient connu la liberté avant le régime communiste. Et puis ils ont eu la voix coupée et pendant 50 ans, ils ont connu la révolution culturelle, ils ont écrit du mensonge. Oui, donc au fond, ils revoyaient en vous leur jeunesse. Oui, une sorte de... Je pense que j'étais un petit animal libre. Oui, attends, il se passe quand même quelque chose, c'est le massacre de la place de Tiananmen entre-temps, en juin 89, la révolte des étudiants à Pékin. Où êtes-vous? Que faites-vous? Que pensez-vous? J'avais 16 ans. Et j'étais une adolescente très sensible et qui aspirait d'être femme. Et quand j'ai vu les premières défilés, et ça a éveillé en moi le doute. Puis j'ai commencé à... Et ces manifestations m'ont ouvert la possibilité de lire des revues interdites qui venaient de Hong Kong. Et c'est ce moment-là que j'ai appris, en fait, que toute cette vie passée, il y avait un grand mensonge. Le mensonge était que ceux qui avaient été condamnés ennemis du peuple étaient en fait des simples individus, des Chinois, des patriotes, qui voulaient le progrès de la Chine. Et ça m'a beaucoup révoltée. Donc j'ai participé à la manifestation, j'ai manifesté avec les étudiants et j'ai passé quelques mois d'effervescence, d'enthousiasme et c'était absolument merveilleux. Oui, mais vous avez assisté à la répression. En avez-vous été victime? Alors il y a une étrange histoire. Sans cette histoire-là, je pense que je ne serais pas ici aujourd'hui, Bernard Pivot, avec vous. Je pense que je serais peut-être déjà morte à la place Tiananmen. Donc la répression a commencé la nuit du 3 juin. Et c'était, je pense, un vendredi. Et après la classe, je devais aller sur la place Tiananmen, comme toujours, manifester ou aller voir les étudiants, leur porter de l'eau, puisqu'ils faisaient la grève de la faim, ne pouvaient que boire de l'eau. Et je devais y aller. Et mes amis étaient partis. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une espèce de lassitude de révolutionnaire. J'étais lasse, j'étais fatiguée et je trouvais que, vous savez, c'est toujours le côté poète peut-être, la caprice des poètes. Et je trouvais que j'étais fatiguée de me confondre toujours dans la masse et je voulais retrouver ma solitude. Et c'est ce moment-là que j'ai proposé à un garçon que j'ai rencontré dans la manifestation, qui était aussi un membre actif du mouvement étudiantin, et j'étais amoureuse de lui. Je l'ai rencontré il y avait quelques semaines, et je lui ai proposé de faire une promenade, au lieu d'aller à la place Tiananmen, sur L'amour plutôt que la révolution. Oui, alors sur le palais, sur les ruines du palais de Printemps. Nous nous sommes allés, nous nous sommes embrassés, et c'était mon premier baiser, et je suis rentrée à la maison, à la nuit tombée, et ma mère était folle d'inquiétude. Quand elle m'a ouvert la porte, elle était décomposée. Et c'est elle qui m'avait appris que sur la place Tiananmen, l'armée a tiré.
Mais vous n'avez pas été inquiété après? On ne vous a pas mis en prison? Non, parce que j'étais très jeune, tout Oui. ce que je faisais était quelque chose de... Puis vos parents étaient quand même haut placés. Est-ce que vous avez eu, par exemple, pardon de l'expression un peu vulgaire, des engueulades avec vos parents? Est-ce que vos parents acceptaient votre engagement en faveur de la Révolution? Mes parents étaient très proches des étudiants parce que c'était leurs étudiants qui allaient faire la grève de la faim. Et d'ailleurs, après la répression, mon père a recueilli quelques étudiants qui s'étaient réfugiés à la maison car il y avait toutes sortes de rumeurs. On disait que l'armée allait rentrer dans les campus, l'armée allait massacrer les étudiants. Bien sûr, heureusement, ça s'était pas passé ainsi. Et mon père a été dénoncé après l'événement Tiananmen par nos voisins. Et il a eu des ennuis. Donc c'était un moment de fusion formidable avec mes parents qui ne disaient rien. Ils savaient très bien que j'allais tous les jours sur la place Tiananmen, mais ils m'en parlaient pas. Ils m'encourageaient pas, mais le silence était un encouragement. Ouais. Ouais. Et alors, quand vous décidez en 1990 de partir, c'est avec l'accord de vos parents alors? À ce moment-là, la politique était chancelante en Chine et on risquait d'avoir une guerre civile. Mon père est parti et j'ai demandé à mes parents de m'envoyer quelque part hors de la Chine. Et j'avais le choix entre les États-Unis et la France. Et pourquoi choisissez-vous la France alors que vous ne parlez pas un mot de français? Non. Et je parlais anglais. Ah oui, alors ça c'est curieux quand même. Mais la France est un mythe. La France est le pays, pour moi, et je pense que ça s'est justifié avec mon choix, la France est le centre de la culture européenne, occidentale. Et pour moi, c'est à Paris que je pouvais prendre le plus vite possible une culture que j'ignorais totalement. Donc j'ai choisi la France sans hésiter. Oui, mais parlant déjà un peu l'anglais, c'était plus facile pour vous de vous intégrer aux États-Unis que d'arriver à Paris sans connaître un mot de français quand même. Là, vous êtes très courageuse, très intrépide. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la culture. Je ne pouvais pas imaginer une autre vie sans la culture. Et les États-Unis, malheureusement, c'est pas l'image qu'elles représentent dans le monde. Comment ça se passe à Paris? Vous arrivez, vous êtes attendu par des gens? J'étais attendue par mon père qui était venu me chercher. Qui était à Paris, là? Qui était à Paris, bien sûr, puisqu'il m'a précédé, n'est-ce pas? Ouais. Mais lui est retourné en Chine? À mon arrivée, 2 mois après, parce que le gouvernement lui a donné un ultimatum, en sachant mon arrivée, connaissant mon arrivée à Paris. Donc, il fallait qu'il choisisse entre rester définitivement en France ou retourner immédiatement à Pékin. Et il est retourné à Pékin. Et il est retourné à Pékin. Qui était courageux de sa part aussi. Mais il pouvait pas abandonner ma mère. Oui, bien sûr. Qui était seule. Oui. Et alors, comment vous intégrez-vous à Paris? Très mal. Oui. Très, très mal. L'exil, aujourd'hui, c'est un mot très banal, mais à l'époque, j'ignorais ce qu'était l'exil. J'avais 17 ans et demi. Et je suis arrivée à Paris dans un vertige. Et j'ai passé des mois, peut-être ensuite ça a duré des années, où j'étais pas moi-même. Et j'avais une indifférence, et j'étais enveloppée dans une étrange indifférence. J'étais une étrangère, dans le sens du Camus. J'ai fait une fraîche chirurgie qui est de couper avec le cordon ombilical, qui est avec la Chine, avec mes parents, avec mon premier amour, avec la place Tiananmen. Et c'était des années très difficiles. Qu'est-ce qui vous déroutait le plus en France? La France, pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, est un mythe. Et dès mon enfance, je croyais connaître la France, et je croyais connaître la lumière de Paris, et ses pigeons, et son bonheur. Or, quand je suis arrivée, j'étais très étonnée de ne pas pouvoir apprécier la beauté de Paris. Et ça m'atteignait pas. Et j'étais étonnée de mon indifférence. Je venais souvent au jardin de Luxembourg et je regardais les statues et on me disait que c'est le plus beau jardin du monde. Et pour moi, ça n'avait rien de comparable avec le jardin du Palais d'été, dans lequel je me promenais tous les mois lorsque j'étais à Pékin. Et
l'incompréhension m'a beaucoup révoltée. Donc j'ai attendu à le comprendre, et puis je crois qu'un jour la porte s'est ouverte. Je suis allée au Louvre et j'ai vu des statues grecques immenses au Louvre. Et tout d'un coup, il y a la lumière est en moi, et j'ai compris cette beauté occidentale, cette proportion, cette harmonie et la spiritualité dans cette perspective. Et je suis retournée au Luxembourg. Et pour la première fois, ça c'était il y a très longtemps, c'était en 80, peut-être début 91, et pour la première fois, je me suis sentie un tout petit peu française. Et la langue française, vous l'apprenez vite, très vite D'abord, il y a cette rupture totale avec la Chine, parce que je ne voulais pas, à l'époque, je ne voulais pas retourner en Chine. Et ça me traumatisait, les événements Tiananmen me poursuivaient. Chaque fois que je le revoyais dans les télévisions en France, je pleurais. Et puis, à partir de cette décision de ne pas rentrer en Chine, je n'avais qu'une voix devant moi, c'était la voix française. Et il fallait comprendre la langue française. Et j'étais intriguée par cette civilisation. Et j'ai étudié avec les élèves français et j'ai passé mon bac. Et encore aujourd'hui, quand je pense que 2 ans après mon arrivée, j'ai passé un baccalauréat de lettres philosophie, c'est une chose inimaginable. Je ne sais pas comment j'ai pu le faire, mais tout était dans un contexte spécial, vous savez. Oui, vous avez quand même des dons. Vous aviez écrit il y a quelques semaines dans le Nouvel Observateur un article qui est d'ailleurs très beau sur justement ce dont nous parlons aujourd'hui, et vous dites à propos de la langue: il me fallut accepter l'absurdité de me dévêtir de la langue maternelle, troquer ce manteau somptueux contre une chemise en loques, c'est-à-dire le français, bien entendu. J'ai déposé mon orgueil forgé par une civilisation plusieurs fois millénaire, tel un mandarin qui abandonne le monde des plaisirs, se rase la tête et se fait moine. Et pour apprendre le français, vous vous êtes faite moine, d'une certaine manière. Mon père est écrivain et il a écrit plusieurs livres sur ses expériences en France. Alors c'est extraordinaire de voir que mon père raconte dans ses livres, dans ses essais, la douleur qu'il a sentie d'être chinois en France, parce qu'il est mandarin. Et il est fier d'être chinois. Or, à Paris, c'était un homme pauvre, n'ayant pas le langage, n'ayant pas la clé de la société française, et étant communiste et rejeté, n'est-ce pas, par la France. Or, j'ai vécu cette étape-là. Et je crois que je suis allée plus loin que mon père, peut-être grâce aussi, bien sûr grâce à mes parents. Et je suis allée au-delà de cette douleur de se faire moine, de ne rien avoir, de tout abandonner. Et avec la patience, avec la persévérance, je me suis fait un habit et j'ai retrouvé la richesse perdue, mais j'ai rebâti quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez bénéficié, je crois, d'une bourse du gouvernement français. C'était très important pour moi. Très important. Vous avez obtenu une bourse qui est très bien. Voilà, une bourse qui a été donnée judicieusement. Et d'autre part, vous n'aviez plus l'intention de repartir pour la Chine. Non, c'était fini. C'était fini. C'était fini. Mais aujourd'hui, je retourne en Chine. Oui, bien sûr. Mais comment, si jeune, on peut dire, c'est fini la Chine, maintenant, ma vie est là. Ça paraît curieux, quand même. Parce que j'ai connu la mort. Parce que j'ai le souvenir de ces jours qui ont suivi l'événement Tiananmen. Il pleuvait à Pékin. Et il y avait une fine pluie qui tombait et on voyait défiler les cadavres. Et le choc était tel. Et quand on pensait que c'était les cadavres des étudiants qui avaient 20 ans et qui voulaient le bonheur à la Chine et qui ont été stupidement fusillés et écrasés par le char, c'était inacceptable. Et la volonté est là. Mais alors, à ce moment-là, à Paris, vous avez déjà vécu beaucoup de choses, et vous avez encore donné la preuve. Est-ce que vous avez l'impression que déjà vous avez eu un destin et que vous allez avoir encore un autre destin? Alors, ce qui est formidable avec le destin, c'est qu'on ignore toujours lorsqu'on est déjà sur la voie. Et je ne savais pas que j'allais devenir écrivain en langue française. Et je ne pourrais pas imaginer, de toute façon, que je commencerais une nouvelle vie dans une autre langue.
Et ça s'est arrivé à moi. Alors, 7 ans après, je dis bien aux téléspectateurs, 7 ans après votre arrivée à Paris, où, encore une fois, vous ne connaissiez pas un mot de français, vous publiez votre premier roman qui s'intitule Porte de la paix céleste. On voit que c'est inspiré, évidemment, mais c'est une histoire inventée, inspirée de ce que vous avez vécu à l'époque de la révolte des étudiants. Alors, votre premier roman, pour lequel d'ailleurs je vous ai invité à Bouillon de Culture, et pour lequel vous avez obtenu la bourse Goncourt du premier roman. Alors, on se dit, mais c'est incroyable quand même, 7 ans après seulement. Et alors, cette joie, cette fierté de publier, vous les avez payés avant de beaucoup de travail, de beaucoup de souffrances, de beaucoup de doutes, beaucoup de peut-être d'épreuves. J'ai connu de très longues périodes de doute sur mon français, parce que je n'avais pas de référence. Et chaque fois, je montrais mon manuscrit à quelqu'un et on me disait toujours, mais c'est très mauvais, ce n'était pas du français. Donc, pour mon premier livre, j'ai écrit peut-être 22 fois pour améliorer purement, simplement le style. Mais quelle persévérance! Mais même le jour où j'ai remis le manuscrit, je disais à l'éditrice, et pardon, c'est très mauvais français, mais s'il vous plaît, regardez l'histoire. Mais ça a dû être une bataille de tous les jours. Alors vous diriez une bataille avec les mots ou contre les mots? C'était une attente. Et aujourd'hui, avec la rédaction de mon prochain roman, je peux peut-être dire que je n'attends plus. Les mots sont là. Or, autrefois, j'ai passé de très longues années à attendre les mots qui ne venaient pas. La musique que je n'entendais pas. Mais est-ce que ces mots venaient en chinois? Au début, oui, souvent. Souvent, je faisais des phrases en français. C'est un peu comme le fromage de la Gruyère. Il y a des trous. Alors, dans ces trous, sortaient les mots chinois que je regardais dans les dictionnaires, que j'installais dans la langue française. Mais c'était pas bon, bien évidemment, parce qu'on ne peut qu'écrire dans une seule langue. Et aujourd'hui, il n'y a plus l'attente. Il y a eu une urgence de m'exprimer. Qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile dans la langue française? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, le temps. Et comme je suis quelqu'un nostalgique, comme j'ai l'habitude de me réfugier dans l'irréel, donc mon temps préféré est le passé simple et l'imparfait. Mais toute la beauté de la langue française consiste dans la différence de passé simple et l'imparfait, et je me trompais sans arrêt, parce que... C'est pas facile à comprendre. Un beau texte, au début, je mélangeais tout, parce que pour moi, de toute façon, c'était du passé, et dans notre langue, dans la langue chinoise, il n'y en a pas de conjugaison, puisque chaque mot a une éternité. Et je me faisais corriger uniquement sur les temps. Et puis, une difficulté en cache une autre. Donc après le combat contre l'imparfait et passé simple, il y a eu l'étape de la musique. Je n'avais pas la musique. Vous savez, écrire, c'est composer. Il faut avoir le rythme. Il faut avoir les notes. La musique de la langue française. Et je ne comprenais pas du tout la musique de la langue française, puisque je venais d'une culture de hiéroglyphes. Et donc c'était l'image. Et j'ai écrit en langue chinoise. Et j'étais un peintre dans la langue chinoise. Donc il fallait changer cette peinture en musique. Et j'ai mis très longtemps à écouter les alphabets, écouter les mots, et savoir qu'un mot conjugué avec un autre fait une musique, fait un air. C'est un long et difficile apprentissage. Je n'ai pas de professeur, je n'ai pas de maître. Je n'ai pas quelqu'un qui me dit « ça c'est beau et ça c'est mauvais ». Car personne ne peut me dire « mes phrases sont étranges ». Mes phrases viennent, même si je l'écris en français, je pense en français, j'ai une âme chinoise. Donc c'est cette âme chinoise qui parle en langue française. Et forcément, il y a un écart avec la norme littéraire. Oui. Et la seule personne qui peut corriger mes textes, qui peut choisir les mots, la personne qui peut juger
la musique, c'est moi. C'est terrible. C'est-à-dire que je regarde dans le miroir de la langue française, je ne vois que moi-même. Je n'ai absolument pas d'autres repères que moi-même. Donc c'est un combat infini de se battre contre soi-même. Oui, alors comment ça se passe dans votre tête, dans votre âme, dans votre cœur, entre la partie chinoise, ce qui est inné, et la partie occidentale aujourd'hui, la partie française? Au début, c'était très violent, car chinoise, je suis arrivée en France et j'ai fait toutes mes études supérieures en France. Et c'était une chirurgie, c'était une greffe d'une culture sur l'autre. Et il y avait un conflit en moi et je me demandais souvent qui j'étais. Et il y avait des moments de solitude où je ne savais qui j'étais, s'il valait à peine de continuer et continuer ce chemin-là, car je suis devenue étrangère en Chine et je suis étrangère en France. Mais l'écriture m'a sauvée. Le fait de pouvoir reprendre une carrière d'écrivain et le fait de pouvoir écrire et aujourd'hui peindre, faire de la calligraphie et la création, si j'ose dire, est la meilleure réconciliation qui puisse exister, car j'ai trouvé mon expression, j'ai trouvé mon univers. Et c'est dans l'écriture et c'est dans la peinture que j'invite la Chine et la France à se retrouver et ce n'est plus une cohabitation, c'est une alchimie où la dualité, donc les deux, deviennent un. Il y a l'un avec le grand U. Et je peux vivre aujourd'hui ma vie dans cet univers. Et je ne regarde plus où est la Chine, où est la France. Et je ne essaie plus de me regarder dans le miroir en me disant tu es une Chinoise en France ou tu es devenue française. Je m'accuse plus de trahir ou de ne pas trahir. Je suis moi, je suis devenue moi et je porte en moi une identité nouvelle qui a jamais existé, mais qui existera à partir de mes œuvres. Pour clore cette émission, sous le regard sombre de Sioran et le regard enjoué de Joséphine Baker, deux célèbres double jeux, voici quelques ouvrages qui vous permettront de poursuivre le dialogue engagé avec mes trois invités. Alors Shansa, bien entendu, La joueuse de Go, c'est le Goncourt des lycéens, paru aux éditions Grasset il y a quelques mois. Sinon, vous pouvez vous procurer dans la collection de Poche Folio les deux premiers romans de Shansa, Porte de la paix céleste et Les quatre vies du saule. Et puis, elle écrit à la mode chinoise, Shansa, de très jolis poèmes, très courts. Voici ce recueil, Le vent vif et le glaive rapide, aux éditions William Blake. Lio, eh bien Lio, elle chante Prévert, on vous l'a dit, et 14 textes de Prévert sont réunis dans cet album sous le titre « Je suis comme ça ». Et puis Gaston Paul-Effa, notre cher Camerounais d'Alsace, voici les deux romans publiés aux éditions Grasset dans lesquels il a raconté son enfance, Tout ce bleu et Ma, ça veut dire évidemment maman. Gaston Paul-Effa, Le cheval roi aux éditions du Rocher. Et enfin, Le cri que tu pousses ne réveillera personne chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Et puis, avec son épouse Isabelle Lebras, qui est une excellente poétesse, vous avez aperçu au début, trop rapidement, ils ont publié ensemble les textes qui accompagnent des photographies de Daniel Manzy aux éditions Pierron. Voilà, cette émission est terminée. Je vous donne rendez-vous pour le 5e numéro de Double Jeu qui sera entièrement enregistré à New York avec des francophones. Bonsoir à tous ou bonne journée à tous et à bientôt.